Et salut à tous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Hop. En ce 3 juillet 2024. On se réveille tranquillement. N'hésitez pas. Petit café, petit thé, petit chocolat, tout ce que vous prenez le matin. Venez le déguster avec nous. On se réveille en douceur, on discute. On n'est pas d'accord, on parle de sport. Et c'est ça qui est cool. Vite. Je vais mettre un petit message sur Twitter. Tac. Voilà. Bon alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler encore de l'Euro de foot, puisqu'il y avait les deux derniers huitièmes de finale qui se déroulaient hier soir, enfin hier après-midi et hier soir, avec donc la Roumanie qui affrontait les Pays-Bas. On va discuter aussi de l'autre match qui avait un peu plus tard dans la soirée et qui est pour moi le match qui a été le plus intéressant à regarder de ces huitièmes de finale, Autriche contre Turquie. Puis on va se discuter rapidement quand même des quarts de finale du coup de l'Euro. Salut Cantuche, salut à toi. Bon réveil, j'espère que tu es en forme. On va se parler après des quarts de finale, on essaiera de se faire quelques projections. Qu'est-ce que, maintenant qu'on a les affiches complètes, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qu'on peut anticiper pour les quarts de finale? Salut Krikriem. Salut. Ça sera pour le foot. Ensuite, on reviendra sur l'étape du Tour de France qu'il y a eu hier, où il y a eu des choses intéressantes à regarder. Ça a bougé chez les favoris. On pourra parler de qui s'en sort plutôt bien, qui est resté caché encore. On discutera un petit peu de tout ça. On passera après sur Wimbledon. On fera le tour de la fin justement du premier tour de Wimbledon, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et pour terminer, le paysage. Quel paysage? Non mais c'est normal. Au début, Cricri, je mets pas l'image. Je mets pas l'image. Parce que pour l'instant, juste on parle d'un petit peu tout. Je mets les images après. Oui, ensuite on parlera rapidement... Tour de France. D'accord, j'avais pas compris. Ensuite, on parlera rapidement du Vendée Globe, histoire de changer un petit peu. Le Vendée Globe, pourquoi? Parce que ça va être bientôt le départ du Vendée Globe, et c'est juste pour faire un tour rapido de qu'est-ce que c'est le Vendée Globe, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu moins. Qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'ils vont, comment ça marche. Voilà. Et puis après, ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Ça sera déjà pas mal. Tac, je vais bouger ça et on va commencer
on va commencer... Mince, qu'est-ce qui s'est passé là? Hop. Ça va là. Et voilà. Donc, comme je disais, on va commencer par le football. Et là, du coup, on va pouvoir mettre l'image. Paf, voilà. Donc, le match de 18h, c'était donc Roumanie-Pays-Bas. Alors déjà, une belle surprise de voir les Roumains en huitième de finale. C'était pas forcément chose sûre avant le début de l'Euro. Donc déjà, bravo à eux de se retrouver ici. Et malheureusement, ils n'ont pas tenu la comparaison contre les Pays-Bas, alors on pourrait dire 3-0, ça a été, voilà, comme titre l'équipe, les Pays-Bas déroulent. Alors oui, ils déroulent parce qu'ils ont gagné 3-0, mais jusqu'à la 80e, le score n'était pas encore fait. Donc ils ont mis du temps à se mettre à l'abri, même si après, c'est vrai que quand on regarde le match, ça a quand même été une domination globale des Pays-Bas. Ils ont eu la possession, ils ont eu le nombre d'occasions. Enfin, vraiment, ça a été un match compliqué pour la Roumanie, mais sur ce genre de rencontre-là, on ne sait jamais. Il en suffit d'une à la 80e pour égaliser un partout, et puis derrière, t'es embarqué en prolongation, et puis c'est plus la même histoire, quoi. Donc ouais, c'était pas un match facile. Je vous avoue que c'est un match que j'ai pas eu l'occasion de regarder. Donc j'ai juste rapidement vu des résumés. Après, je sais pas si toi t'as pu voir le match. Mais en tout cas, les Pays-Bas continuent leur aventure. Bon, en tout cas, il y a Gakpo, il fait penser à Bellingham physiquement. Ouais. Mais après, ouais, si. Après, c'est pas le même poste, mais je comprends ce que tu dis, Cantuche. Physiquement, oui. Mais c'est vrai que quand on regarde le 11 titu des Pays-Bas, à quasiment tous les postes, pardon, c'est très solide. Hein. Déjà, la défense, les 4 défenseurs, individuellement, c'est très costaud. Milieu de terrain, bon, on va dire les 4 de devant, pareil, hein, ça joue dans les tout meilleurs clubs. Même Memphis, même si c'est plus le Memphis qu'on a pu connaître auparavant, ça reste quand même quelqu'un qui est capable de faire des différences. Hein. Donc, faut les prendre au sérieux quand même. Hein. Faut les prendre au sérieux. C'est néerlandais. Puis sur le banc, il y a encore du monde. Hein. Il y a Frimpong, il y a Wijnaldum, même si c'est plus le pareil. Son prime est un petit peu passé. Il y a De Ligt. Enfin, voilà, ils ont quand même Madsen, ils ont quand même 3-4 remplaçants qui sont pareils de ce niveau-là. Ah oui, puis j'ai pas vu les gens qui l'avaient fait rentrer. Que ce soit Weghorst ou Daley Blind. Mais il a quel âge Daley Blind? Daley Blind. 34 ans, d'accord. Je lui donner un peu plus, tu vois. Les prendre au sérieux et parcours ultra favorable. Et si les matchs se passent bien, il peut faire tourner un peu. Ouais, oui. Bon, on va le voir. Hein. On va le voir que les Pays-Bas en quart de finale, il y a encore moyen de passer en demi. Hein. Donc voilà, pas grand-chose de plus à dire. La Roumanie n'était pas au niveau, hein. Tout simplement. La Roumanie n'était pas au niveau. Bon, après, ça viendra, hein. Mais bon. Pour l'instant, il en manquait un petit peu. On va passer à l'autre match qui, lui, pour le coup, a été serré jusqu'au bout. C'est Autriche-Turquie. Et alors, ce match qui, quand on regarde sur le papier, n'avait pas de... Enfin, voilà, il n'y avait pas un cadre contre une autre équipe. C'était vraiment 2 équipes, on va dire, de seconde zone sans leur faire injure. J'avais mis l'Autriche favori. Moi, je pensais vraiment que l'Autriche allait passer, et au final, non. C'est les Turcs qui vont s'imposer 2-1 dans un match
Alors pareil, j'ai pas vu le tout début du match, mais en tout cas de ce que j'ai vu qui a été dominé par l'Autriche. Après évidemment, moi j'ai commencé à regarder, il y avait 1-0 pour l'Autriche. Il y avait 1-0 pour la Turquie, pardon. Donc les Turcs avaient peut-être plus tendance à défendre qu'à essayer de mettre le second. Et en tout cas, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que quand Demiral met le deuxième, c'est la deuxième frappe cadrée des Turcs. Est-ce que c'est ça? C'est probablement ça. Grosse domination autrichoise, n'importe quoi. Ouais. Et alors, quand Tuch qui dit je suis arrivé à la 60e, je me suis régalé pendant 30 minutes, je te comprends, parce que à partir du moment où il y a eu le deuxième but turc et qu'il y a eu une égalisation autrichienne très rapide, derrière ça a été un petit peu fou. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont loupé les Autrichiens devant les cages? Qu'est-ce qu'ils ont loupé? J'imagine pareil. Et encore, ils n'ont pas tout montré, je trouve, parce qu'il y a eu quand même un paquet d'occasions entre la 66e, enfin entre la réduction du score et la fin du match. Il y a eu quand même un vrai paquet d'occasions, et ou stoppé par la défense, ou maladresse des attaquants, mais il y a eu quand même beaucoup de taf. Il y a eu beaucoup de taf. Et alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais par contre, moi je trouve que c'est très dur pour l'Autriche de perdre ce match-là. Après, voilà, ils avaient qu'à être concentrés dès le début du match, ils avaient qu'à pas prendre ce but un peu casquette. Mais c'est vraiment dur quand on voit la domination qu'ils ont eue, quand on voit comment techniquement ils arrivaient à se trouver. Moi je trouve qu'ils développaient un jeu, un des meilleurs footballs en tout cas de l'Euro. Mais bon, ça n'a pas suffi, hein. Ça n'a pas suffi. Les Turcs ont été cliniques, ils ont marqué sur 2 corners, et puis derrière, ils ont su défendre jusqu'au bout. Ils ont accepté aussi de défendre jusqu'au bout. Ils ont pas... Je pense qu'ils ont vite compris que les Autrichiens étaient au-dessus au milieu de terrain, donc ils se sont centrés sur ce qu'ils savaient faire. Les Turcs, ils sont cramés physiquement, je vois que ça. En plus, 2 suspendus prochain match, ça va être compliqué versus les Néerlandais. Ouais, je pense que là, ils ont fait leur exploit. Je suis un peu d'accord avec toi. Ils ont fait leur exploit. Ils ont... Ouais. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient à donner. On a vu hein, sur les 20 dernières minutes. Alors évidemment, on sait aussi que c'est pour gagner un peu de temps, parfois aussi. Mais le nombre de Turcs qui étaient au bord des crampes... de toute manière, au coup de sifflet final, il y en a, je pense, les 3/4 qui sont étalés par terre tellement que c'était dur. En plus, ils ont pris la pluie pendant toute la deuxième mi-temps et ça doit pas arranger les choses. Donc ouais, je pense qu'ils sont allés au-delà de leur limite. Et alors, bon, ils ont un peu de temps pour récupérer, vu que le prochain match, ça va être samedi pour eux, ou dimanche. C'est quand? Est-ce qu'ils jouent vendredi ou samedi? N'importe quoi, samedi ou dimanche. Vendredi ou samedi? Alors, ils jouent samedi. Donc ils ont potentiellement le match le plus loin en fait. Est-ce que je vais éternuer? Oui, non? Non, pas d'éternuement. Aïe, aïe. Donc, bah ouais. Ça va nous faire la transition, mais ça va nous faire la transition sur les prochains matchs de l'Euro. Ça va nous faire cette transition sympa. Qu'est-ce qu'on voit pour les quarts de finale? Alors, Cantuche, je vais te spoiler un truc. Si les autres loulous arrivent après, on le remontrera. Mais du coup... Alors, il y aura une mise en page, hein, parce que là, pour l'instant, ça ressemble à rien. Il y a ce petit fichier Excel qui a été créé avec, en tout cas, tout ce qui a pu être annoncé comme résultat ou ce genre de choses, rien que sur le dernier stream.
Et ensuite, il y aura 2 classements. Le mur de la honte et le mur des génies. Selon les bêtises ou les choses pertinentes qui se sont passées. Et en fonction de ça, j'ai pas encore décidé de ce que ça pourrait donner, mais à la fin du mois, on mettra récompense slash petit bisutage pour ceux qui disent trop de bêtises. Pas de problème, je fais attention à ce que je dis. Ouais. Donc bon, on attend qu'il y ait un petit peu plus de monde, mais on fera un petit débrief de ça, parce qu'il y a eu 2-3 saucisses déjà qui ont été annoncées. 2-3 saucisses. Bon, du coup, ces quarts de finale, pardon. Comment on les voit? Est-ce que je peux les montrer différemment que comme ça? C'est pas très beau comme ça. On peut pas faire mieux. Allez, on va mettre comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Espagne-Allemagne. Comment on voit ça? Les Espagnols, c'est ceux qui ont montré je trouve le plus de jeux depuis le début de la compète. L'Allemagne joue à domicile, donc c'est compliqué de pronostiquer. De toute manière, plus on va avancer dans la compétition, plus ça sera les Allemands à la piole. Plus on va avancer dans la compétition, plus ça sera compliqué de donner des pronostics vraiment, du sur 100%, ça sera de plus en plus compliqué, parce que le niveau va se resserrer. Note dans le mur des génies. Non, en fait, t'as pas compris. Je le note dans ce que vous avez dit, et après on classera. Dans mur des génies ou mur de la honte. Oh là, JO3388. Salut à toi. Salut à toi. J'ai vu que t'avais follow la chaîne hier. Alors, vu que c'était hier et que tu n'y as pas eu droit. Voilà. Ah, ça s'est pas affiché? Comment ça? Ça s'est pas affiché? Ça y est. Le stream est cassé, ça commence. Vas-y, je refais pour voir. Ah, voilà. Et Gio qui prend son café. Bienvenue à toi ici. C'est bon. Ça va fonctionner. J'espère que tu vas bien. T'arrives au bon moment. Au bon moment où on se parlait des futurs quarts de finale et de qu'est-ce qu'on pouvait voir, qu'est-ce qu'on pouvait anticiper comme résultat. Cantuche avait l'air de dire qu'il voyait plutôt l'Espagne. Je suis partagé, moi, je pense. Si j'ai quand même une pièce à mettre, je la mettrai sur l'Espagne, mais je suis partagé parce que on peut jamais trop se douter d'une équipe qui joue à domicile comme ça, surtout que l'Allemagne, c'est pas des peintres non plus, donc ça sera un match très serré, je pense. Mais c'est vrai qu'au niveau de ce que les deux équipes ont montré depuis le début de la compète, probablement l'Espagne quand même. Probablement l'Espagne. Allemagne à la maison, oui. Ouais. Ok. Quand tu dis Allemagne à la maison, c'est les Allemands rentrent chez eux ou l'Allemagne va gagner à la maison? L'Allemagne va gagner, d'accord. Ok. Bah c'est possible, hein. C'est possible. C'est vraiment, je pense, c'est vraiment le match Je serais pas étonné que ce soit le match le plus serré des 4. Et les Allemands sortiraient une belle épine du pied, je pense, à tout le monde s'ils pouvaient dégager les Espagnols. Parce que c'est vraiment l'équipe qui doit faire le plus peur, je pense, actuellement. Même si les Espagnols paraissent beaucoup trop forts. Ouais. Mais après, voilà, on est dans les quarts de finale. Typiquement, on l'a vu avec la Turquie hier. Hein.
C'est pas l'équipe qui a développé le plus beau jeu qui s'est qualifiée, mais ils ont été efficaces et solides derrière. Donc, au bout d'un moment, est-ce qu'on se souviendra que l'Autriche a fait une phase de poule et un beau huitième de finale? Je suis pas persuadé. Commence pas à chambrer, Cantuche. Commence pas à chambrer. Donc on a... Donc j'ai bien compris, hein, Cantuche. Hein. Quand tu dis, toi, par contre, les Allemands à la piole, ça dégage, hein. C'est ça? Ok. Ok, ok. Et donc, du coup, ensuite, Portugal-France. En suivant. Portugal-France, bon, je pense que là, le problème qu'on va avoir, c'est que... on va... Il pleut, j'ai plus d'argent. On va tous être du même avis, j'imagine, sur Portugal-France. Moi, je vois la France par un tout petit score. Un 0-1, un 2-1, un truc comme ça. Enfin, un 2 plutôt, vu que c'est Portugal-France. Mais ces deux équipes, en tout cas, qui nous ont pas tellement fait vibrer. La France au péno, ouais, voilà. Possible aussi. Possible aussi. Bon, après, si on va au péno, en face, il y a un gardien qui n'en a pas pris un seul, hein, sur la dernière séance de péno. Donc, bon. Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller jusqu'au péno contre le Portugal? Je suis pas persuadé. Aïe aïe, c'est dur ce matin. C'est dur, c'est dur. Et ensuite, on aura samedi. Tchic. Samedi, on aura Angleterre-Suisse et Pays-Bas-Turquie. Bah, Angleterre-Suisse. Attention quand même. Attention, Angleterre-Suisse. Moi, j'ai envie de mettre de la Suisse, hein, sur ce match-là. S'il y a bien une surprise qui peut tomber, c'est peut-être sur ce match-là. Parce que Pays-Bas-Turquie, on en a rapidement parlé, mais les Turcs, à mon avis, ils vont être... ils vont peut-être être cramés. C'est possiblement le cas. On les écrase 1-0 au prix au prolong. Ouais, voilà. Voilà, on est à peu près tous d'accord, en tout cas, sur le match de la France. Sur le match de la France, ça sera serré. Ça, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Et on est à peu près tous d'accord pour mettre la France, que ce soit au prolong ou à tir au but, ça sera la loterie, hein, mais... si on peut éviter les tirs au but, ça pourrait être pas mal quand même. Ça pourrait être pas mal. Et donc ensuite, ouais, Angleterre-Suisse, moi je verrais bien la Suisse faire l'exploit. Malgré l'Angleterre, malgré Bellingham, malgré Kane. Ils n'ont pas montré un fond de jeu incroyable, les Anglais, alors qu'à contrario, les Suisses ont l'air d'être à minima solides. Et c'est quoi leur parcours jusque-là aux Suisses? Oui, non, la compo, elle est pas tombée, mais... Ah ouais, en faisant comme ça, j'ai la compo. Ah, voilà. Hop, les résultats. Rencontre à venir, voilà. Victoire contre la Hongrie, nul contre l'Écosse, nul contre l'Allemagne. Alors après, attention, hein. Nul contre l'Allemagne. Les Anglais seront au rendez-vous. Ouais, bah après, c'est souvent le cas. Mais tu vois, on aurait pu le dire de l'Italie, et l'Italie n'a pas du tout été au rendez-vous, quoi. Par contre, Henri contre l'Italie, ça a tout le temps pris un but, hein, la Suisse. Après, la logique voudrait que l'Angleterre gagne, mais bon. Je sais pas. Sur un match, et c'est surtout qu'on a envie de dire que l'Angleterre, pour l'instant, ils n'ont pas montré grand-chose. Ils ont globalement le même parcours que
que la Suisse avec une victoire inaugurale et 2 nuls derrière, quoi. Et puis des nuls contre des nations de seconde zone, quoi. Même leur victoire contre la Slovaquie, c'est vraiment à l'arraché et ils perdaient jusqu'à la 95e. Donc on peut pas dire qu'ils étaient en total contrôle non plus sur la 8e de finale, loin de là même. Bon, on verra, hein. On verra. On verra ce que ça donne. Et ensuite, Pays-Bas-Turquie. Bon, bah, Pays-Bas-Turquie, voilà. Je pense que là, pareil, pas grand monde ira mettre une pièce sur les Turcs. Après, on attend que ça qu'ils nous surprennent, mais déjà que c'était pas reluisant, en tout cas au niveau du jeu, contre l'Autriche. Je suis pas forcément intimement persuadé qu'ils arrivent à élever le niveau contre les Turcs. Je suis pas persuadé de ça. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'Euro. Angleterre aussi pour moi, ouais, oui, d'accord. Bon après, qu'on soit d'accord, hein, normalement l'Angleterre doit gagner, mais voilà, si on veut jouer un peu la surprise, c'est peut-être le seul match où il peut y avoir l'équipe qui est en dessous qui renverse la table. On verra bien. On verra bien. Bon allez, on va parler d'autre chose. À part Matt qui va essayer de gratter une promo sur les implants, personne va mettre une pièce sur les Turcs. C'est pas cool. C'est pas cool de parler sur les gens qui sont pas là. C'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas cool. Bon allez. On va tourner de sport et on va se parler de vélo. Parce que hier quand même, il y a eu une étape qui était plutôt costaud d'ailleurs. On l'a montré hier avec surtout au final la montée du Galibier qui est encore leur catégorie et comme on l'avait expliqué qui n'a pas forcément de fort pourcentage mais qui est très très long en fait et qui est très très usant surtout quand il arrive en fin d'étape et donc c'est Pogačar qui est venu cocher cette étape. On en avait discuté hier. J'avais dit une fève, j'avais dit que ça aurait pu être une échappée qui allait aller au bout et que ça allait s'expliquer, mais derrière, pas forcément pour la victoire d'étape. Bah, je me suis trompé. Pogačar, il voulait tout. Il voulait le maillot jaune et la victoire d'étape et il les a eus. Mais alors ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il n'a pas forcément construit sa victoire sur la montée du Galibier, mais plus sur la descente. Puisque, on va le voir, alors bien avant, mais à partir de 6 km, les coéquipiers de Pogačar, donc UAE, va commencer à appuyer fort sur les pédales et ça va faire des dégâts. Notamment, vous allez voir. Maillot jaune en difficulté, qui doit lâcher 2-3 mètres. Pour le moment, c'est bizarre parce qu'il semblait en queue de groupe, mais peut-être qu'il est décroché là-bas, on voit pas. Ah oui, voilà. Ça y est, ça décroche. On voit le classement général du tour, pardon, excuse-moi, j'avais pas vu. Le général, c'est ça. Alors, clairement, là, ce qu'on peut voir sur le général, après je reviendrai sur la vidéo, si on se parle de 2 secondes du général, au-delà de Almeida, et encore Almeida, on peut même pas le rentrer dedans vu que c'est un coéquipier de Pogačar, on va dire au-delà de Landa, derrière c'est rideau. C'est-à-dire qu'à partir de Ciccone, c'est bon. On joue plus la victoire en tout cas, ça c'est sûr et certain. On joue plus la victoire, on joue plus le podium. Mais après on pourra en parler. On pourra en parler parce que on a lu un petit peu partout Pogačar, ça y est, le tour est terminé. Non, on n'en est pas encore là. On n'en est pas du tout encore là. Il a marqué un grand coup, c'est vrai, mais c'est pas encore fait. Donc, déjà, première information, c'est Carapaz qui pète à 6 km du haut du col. Bon, c'est quand même pas anodin.
D'ailleurs, disparition du top 13. Hein. Plus de Carapace. Donc, fini. Carapace, finito pipo. Ça rentre à la Casbah. Donc, voilà. Puis, un petit peu plus haut, à 800 mètres. C'est dingue, hein. À 800 mètres du haut du col, il y a encore... ça, c'était Matt qui nous en avait parlé, de la compo de l'équipe UAE qui était... c'est les Avengers, quoi. Ils sont encore 3, voire même peut-être 4. Je sais pas s'il y a Yates. Si Yates avait recollé ou pas. Mais en tout cas, ils sont encore 3 dans le groupe des favoris. Sauf si Hilton, il perdra pas. Je termine ça et après, il faut qu'on parle d'un truc par rapport à ça. Donc à 800 mètres du haut du col. C'est parti, à 828 mètres. Et Evenepoel essaie d'y aller avec Vingegaard. Les 3 grands sont partis. Allez, Remco, allez. Désolé, hein, c'est la télé belge. Hein. Donc forcément, c'est pour Remco Evenepoel. Pogačar est très costaud. Très costaud. Vingegaard y va. Evenepoel essaye. Il stagne un petit peu. Mais... Donc il va poser une attaque à 800 mètres. On va pas se cogner les 800 mètres d'attaque. Mais il pose une attaque à 800 mètres de l'arrivée. De l'arrivée du haut du col, pardon. Il y avait encore toute la descente derrière. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que quand il va arriver en haut... Ça va durer presque 1 kilomètre. Mais il creuse, Pogačar. Il creuse un petit peu. Il va creuser, mais il va pas gagner tant que ça. 8 secondes de bonif. Voilà. Il va passer en haut du col avec 5-6 secondes d'avance. Donc, c'est pas grand-chose. Mais ce qui est très étonnant, c'est que là où il va réussir à creuser du temps, c'est sur la descente, puisque l'arrivée était au pied du col. Et au pied de la descente, il va couper avec... pour la 12e fois de sa carrière. Avec... Il va au fond. Le Tour de France. On va regarder. La 12e victoire en solitaire. À chaque seconde compte. Hein. Il se relève pas du tout. Hein. Chaque seconde pour lui est importante. Jusqu'à la... Il fait un sprint véritablement. Il gagne après la ligne. Et voilà, je suis le plus fort. J'ai laissé... Voilà. Les autres arrivent à ce moment-là, il va leur mettre une vingtaine de secondes. Je me souviens plus exactement combien. Peut-être Evenepoel et Roglic qui est très costaud. Evenepoel lance de très loin. Il est fort, de très loin. Allez. Il est très costaud. Il va Attention les au prendre, dernier virage. c'est lui qui va les prendre. Roglic juste derrière. Allez. Remco Evenepoel face à Roglic et Ayuso. Ayuso qui voudrait bien aller prendre les bonifs aussi. Parce que ça ferait l'affaire de son leader. Et magique. Allez, jusqu'au bout. Remco Evenepoel. Oui, il le fait. Voilà, 35 secondes. 35 secondes, il leur met sur la ligne, donc il a creusé presque 30 secondes sur la descente. Ce qui est assez fort et ce qui est assez rare, parce qu'en général, un homme tout seul, comparé à un groupe, puisque là ils étaient 5, en général a du mal à creuser dans la descente, et il a réussi à le faire, donc bravo à lui. Bravo à lui. Et pour revenir là-dessus, il y a... En fait, par rapport à ce que tu disais, Gio, faut pas oublier un truc, c'est que Pogačar, certes c'est un alien, mais au bout d'un moment, ça reste quelqu'un qui est dans un corps humain, en fait. Et le fait d'avoir un homme tout seul avec un moteur, quand même, ouais. Non, mais faut... En fait, le problème qu'on a pris, l'habitude qu'on a prise avec Pogačar, c'est de se dire, c'est un alien, il est trop fort, voilà. Il faut attendre pour dire ça, sur le fait qu'il gagne le général, parce que il a quand même fait le Giro, et il l'a fait à fond. C'est-à-dire que c'est pas il est allé sur le Giro pour faire tourner les jambes. Il a fait le Giro pour le gagner. Il l'a gagné. Donc, est-ce que il va pas payer ça en seconde ou en troisième semaine? Ça, c'est mystère. Et beaucoup de, on va dire, de connaisseurs, plus connaisseurs que moi, sur le cyclisme, pardon, s'accordent pour dire la même chose. Faire le plus gros défi au final de Pogačar, c'est d'arriver à enchaîner Giro et Tour. Non mais Cantuche, il n'a pas forcé sur le Giro, il n'a pas forcé. Pour gagner un grand tour, même quand c'est le Giro, tu le fais pas en pédalant en arrière, quoi. Donc au bout d'un moment, le Giro, les cols, il les a montés, les étapes de 200 km tous les jours, il les a roulées. Donc forcément, ça l'a impacté. Après, attention, peut-être qu'il va réussir à être constant sur 3 semaines. Mais attention à pas faire
La même chose qui avait pu lui arriver il y a 2 ans, où Vingegaard lui avait mis un gros coup de bambou sur la tête et il avait pris je sais plus combien, 2 minutes ou je sais plus combien. Surtout qu'on est sur une édition du Tour de France où la fin du Tour est très 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 dure. Hein. La fin du Tour est très dure. Hein. Je vais dézoomer. À partir du samedi 13, c'est que du col. Hein. Là, cet enchaînement, il est quand même très costaud. Il faudra que les organismes soient encore frais pour pouvoir tout enchaîner. Parce que même l'étape Gris-en-Nîmes, vu les villes, on va être sur une étape certes de plat, mais enfin de plat, allez on va dire une étape accidentée, mais c'est sûr et certain qu'il va y avoir du vent dans tous les sens. Donc à tout moment on peut être sur une épreuve où il y aura des cassures ou ce genre de choses. Ah, ils ont les bons produits, oui, bah peut-être. Malheureusement, tant qu'il n'y a pas de preuves, on est obligé de constater et de faire comme s'il n'y avait rien. Et on souhaite qu'il n'y ait rien, parce qu'en vrai, il y a des beaux duels en ce moment. Il y a des beaux duels. Donc, en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que si, en termes de... Comment dire, de concurrence, il a un petit peu fait le tri. Il s'est un petit peu sorti des roues des types qu'on n'avait peut-être pas forcément envie. Donc, j'ai pas vu Carapaz c'était noté, 5,28. Donc Carapaz c'est fini, Jorgensen c'est fini, Bernal c'est fini, Ciccone c'est fini. Il lui reste 5, on va dire, concurrents, et dans ces 5, il y en a vraiment 2 qui peuvent vraiment embêter du monde, c'est Evenepoel et Vingegaard. Mais là où la team UAE est très très forte, c'est que même en admettant que Poggi il ait un coup de moins bien sur une étape et qu'il prenne un gros trou, Ayuso il est là encore. Et Ayuso c'est celui qui fait le sprint pour la 3ème place. Hein. Donc c'est-à-dire que Ayuso c'est lui qui a fait toute la montée jusqu'à 800 mètres du haut du Tourmalet, du Galibier. Il a fait toute la montée tout seul. Et il arrive encore à avoir des cannes pour pouvoir jouer le sprint à l'arrivée. Donc à voir. Vraiment à voir. Je dis pas qu'il ne gagnera pas Pogacar. Bien sûr qu'il est favori. Bien sûr qu'il a frappé un grand coup. Mais faut pas croire que tout est que le résultat est fait, quoi. On n'en est pas du tout là. Pas du tout. Donc voilà, étape du jour, bon, normalement plus sereine, normalement taillée pour les sprinteurs. La 5 et la 6 de toute manière, c'est pour les sprinteurs. Donc après, quel sprinter ? Il y a un moment donné où Philipsen va falloir qu'il en claque une. Il y a un moment donné où Cavendish il est venu pour ces 2 étapes-là, donc Astana va sûrement rouler pour Cavendish. Girmay qui pourrait faire un doublé. On va être sur des profils comme ça. Ça, je peux le refermer déjà. Il a le temps de récupérer notre avis Pogacar pendant une semaine. Ouais, on verra. On verra. Mais en tout cas, même s'il n'y avait pas eu le Giro avant, on peut pas dire qu'avec 45 secondes d'avance, le tour est plié. Surtout quand il y a 2 contre la montre aussi. Bon allez, on va tourner. Et on va se parler tennis. Mon Cantuche. Qu'est-ce qu'on a à dire ? Déjà, on va faire ça. Et on va partir du bas, vu que c'était la partie basse du tableau. Bon, Djoko, évidemment, 3-7 sec contre Kopriva.
Le pauvre, il a rien vu passer. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Ah, ils ont pas encore joué, eux. Mpetshi Péricard, le nouveau Isner. Oui et non. Oui par rapport au service. J'imagine que c'est pour ça que tu dis ça. Bon, Demi-Nord qui tient son rang, ça pas de souci. Mounard contre Harris, j'avoue que je les connais absolument pas ni l'un ni l'autre. Lucas Pouille qui doit encore faire son match contre Djéré. Et aussi Félix Auger-Aliassime contre Kokinakis. C'est bizarre, je pensais qu'il l'avait joué ce match. Je suis étonné. Si les matchs ont commencé, tu le vois pas sur l'équipe. Ouais, pour moi, le match, il avait commencé. Mais après, pareil, hein, je dis peut-être une bêtise. Je vérifie ce que je dis. Goffin, il est encore là? Incroyable. David Goffin, quoi. Ça, c'est les filles. Garçons. Ah, peut-être pas, hein. Peut-être pas. Il me le donne. Ouais, si, c'est ça. C'est ça. Il y a 2-7-1 pour Auger-Aliassime contre Kokinakis. 2-7-1, c'est ça. Bon alors, parlons des résultats faits. Arthur Fils qui s'est défait de Stricker. Donc, tu m'avais dit que c'était solide, Stricker, Cantuche. On voyait Arthur Fils quand même passer, mais compliqué. Et là, vrai test hein, contre Urkacz, qui en plus est sur sa surface de prédilection, je pense. Donc, faudra serrer le jeu pour espérer voir plus loin. Par contre, l'avantage qu'il y a, c'est que le troisième tour, si jamais il y a troisième tour, il est censé être beaucoup plus simple. Hein. Parce que Cherundolo, alors Safiuline, je sais pas, mais Cherundolo en tout cas, pas du tout spécialiste de l'herbe, quoi. Zverev qui a gagné son match facilement sans problème. Giron, je sais pas qui c'est, qui est passé. Duel britannique au deuxième tour entre Draper et Cameron Norrie. Et c'est bizarre, moi je vois peut-être plus Norrie sur ce match-là. Je vois peut-être plus Norrie. Rinderknecht, pareil, tous ces matchs-là, en fait, ils ont été arrêtés par la pluie. Ouais, c'est ça. Rinderknecht, il y a un partout. Evans, il y a 1-0 pour Tabilo. Enfin, 1-0, 1-7-0 hein, pour Tabilo. Draper est très très fort en ce moment. Bah ouais, je vois, il est tête de série et tout. Donc c'est qu'il a dû bien monter au classement. Après, il s'est fait peur hein, contre Himmer. Donc, à voir. Tsitsipas qui est passé sans souffrance contre Daniel. Et donc, Mpetshi Péricard. Ok. Tu parles de qui là en disant le nouveau Michael Yodra? Gros service volé. Draper, ok. Ok. Donc match intéressant à voir, surtout sur gazon. Et donc oui, Mpetshi qui jouait en tant que lucky loser, jouait en tête de série directement en premier tour en la personne de Korda. Et Korda il en a bouffé de l'Aïs. Hein. Il en a bouffé de l'Aïs. Quand on voit le score final, 6-7, 7-6, 6-7, 7-6, 6-3, bon, voilà. Les jeux de service ont été très très serrés. Et... Pourquoi ils mettent Davidovich Fokina? N'importe quoi.
On n'a pas les stats? Bon, c'est marqué là. 51 ace. 51 ace, le monsieur. Il a dû en manger des aces. Hein. Ouais, mais 1 minute 12, c'est peut-être un peu long comme... Ah, on va pas se cogner 9 minutes de résumé. On va regarder juste la fin. 11 sur 11 balles de break. Ouais, c'est ça, il y a eu 0 break hein, pour Corda. 0 break. Ce que j'ai vu hier, un revers à une main en plus. J'avais pas fait gaffe, pourtant j'avais vu déjà des highlights un petit peu de lui, mais j'avais pas fait gaffe à ça. Merci monsieur. Après c'est toujours plus facile hein, quand tu arrives à comment dire à enchaîner derrière des gros services. C'est toujours mieux. Hein. Oh. Il finit sur 2 aces en plus. Il devait être saoulé, Corda. Franchement, 51 aces, il devait être vraiment saoulé de prendre autant de pralines. Puis au final, même si tu as joué en 5-7, tu t'es moins dépensé que d'autres joueurs qui doivent faire des rallyes sur 5, 6, 8, 10 coups pour gagner chaque point. Quoi. Le fait d'avoir un gros service, ça te permet d'avoir un nombre de points gratuits assez impressionnant. Bon alors, une fois qu'on s'est dit ça maintenant, aujourd'hui, voilà les matchs du jour. Qu'est-ce qu'on prend comme match? Est-ce qu'on le prend le Humbert Van de Zandschulp? Van de Zandschulp. Est-ce qu'on le prend ce match? Quid de savoir s'il va gagner garder, j'imagine que tu voulais dire, ce pourcentage de première. Bien sûr. Mais déjà, j'avais regardé le match qu'il avait fait contre Maxime Janvier, là où il y avait eu l'histoire qui s'était mis à crier et tout ça, Janvier. Le match, déjà, c'était 7-6, 6-7, 7-6, si je dis pas de bêtises. Et je crois qu'il y avait déjà eu presque 30 aces pour lui. Donc, bon. On était déjà sur un nombre d'ace, un nombre de premières balles qui était assez important. Moi, le Humbert Van de Zandschulp, je sais pas comment on dit, j'ai envie de le prendre quand même et de mettre une pièce sur Humbert. Même s'il a eu un premier tour difficile. Ouais. Grand joueur, gros serveur, mais ça devrait le faire. Bon, d'accord. Est-ce que Nakashima, tu continues à le mettre? Ça, c'est toi qui diras, parce que moi, celui-là, je le prends pas. Tiafoe, je le prends, par contre. Contre Koric. Tiafoe, je prends. Fonini, Rood, je le joue pas du tout, celui-là, par contre. Je sais que tu as dit que Fonini, il était rincé, mais... Rood, j'ai l'impression que sur herbe, il peut avoir un trou à n'importe quel moment. Kexmanovic contre Geeksport, pareil, là, je m'y connais pas. C'est Thompson, les Australiens trop forts sur gazon, ouais, d'accord. Ok. Ensuite, Caso Bublik. Bon, mais on verra ce que t'as dit hier. Hein. Je cite, hein, tant qu'il y a de l'argent, Bublik il gagne. Tant qu'il y a de l'argent à gagner. Donc, j'ai envie de continuer là-dessus. Muller-Medvedev, même si pour l'instant Medvedev c'est pas... D'accord, Ruud Pénaud. Ok. Même si Medvedev il est pas au top de sa forme, ça devrait normalement passer contre Muller.
Je vois bien Shapovalov passer un tour de plus avec son service, justement. Que du Kazakh, Bublik, ouais. Dimitrov contre Chang, ça devrait être Dimitrov quand même. Alcaraz Vukic, pareil, ça c'est des matchs qui sont normalement assez... qui devraient être tranquilles, normalement. Sonego Bautista Agut, on dirait plus un match de Roland Garros que de Wimbledon. C'est marrant qu'ils se rencontrent, qu'ils se rencontrent là. Surtout qu'en plus ils doivent pas être ni l'un ni l'autre ne doivent plus être très très jeunes. Bobby Shelton devrait gagner normalement. C'est Bobby d'ailleurs. Parce que je dis Bobby, ça fait 2 jours que je dis Bobby, mais on est d'accord. Hein. Ben, pas Bobby. C'est qui Bobby Shelton? Il existe lui, hein, on est d'accord. Basket. Hein? Basket. Non, rien du tout. Ça n'existe pas. Bon, c'est Ben Shelton en tout cas. Shelton nul, oui, mais ça va passer, Shelton. Shelton, ça va passer. Ça sera noté, ça aussi, hein. Ouais, Ben Shelton. Ben Shelton. Je sais pas pourquoi je dis Bobby. Bon, mon fils Wawrinka. Direction l'EHPAD, hein, là, en tout cas. Ah, j'ai envie de mettre mon fils. Mais ça, c'est parce que c'est Cocorico, c'est les Français, quoi. D'accord. Ça perd contre Harris. Ok, c'est noté. C'est noté, c'est noté. Tu parles de quoi, match casu, ça? Wawrinka, mon fils? Bon, et Sinner Berrettini, ouais. Sinner Berrettini, bon. Ça devrait être Sinner, mais faut pas oublier que Berrettini... Pardon. Berrettini, c'était quand? C'était il y a 3 ans? Qu'est-ce qui s'est passé pour Berrettini? Il a été blessé ou quoi? Ouais, il a été blessé. Berrettini prend un set? Ouais. Bref, en tout cas, Berrettini, ancien finaliste de Wimbledon, quoi. Donc même s'il a plus le classement qu'il avait auparavant, ouais, à faire attention, quoi. Et puis je pense qu'en Italie, tout le monde va avoir la peau de Sinner, forcément, c'est le numéro 1 mondial. On a envie d'aller l'épingler. Donc normalement, Sinner sur le papier doit gagner, mais c'est un match, ce serait un match probablement intéressant à regarder, quoi qu'il arrive. Et donc dans les matchs interrompus, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, on avait vu Nishikori qui est à un partout contre Hinderknecht. Goffin qui est à juste un set. Le match de Cerundolo qui devrait bientôt être terminé, il reste au 5e set. Lucas Pouille un set partout, c'est ce que tu disais Cantuche. Et il y a encore 2 matchs qui n'ont même pas commencé, donc ouais, ils prennent du retard. Ouais, Stuttgart, j'ai cru hier, ouais. Stuttgart. De toute manière, Berrettini, voilà, sur surface rapide, il est présent, quoi. Il a fait des demi-finales aussi dans je sais plus quel grand chelem, si c'est l'US Open ou l'Open d'Australie. Mais c'est pas un peintre, quoi. C'est pas un peintre. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le tennis. On va en profiter. Maintenant qu'on a vu tout ça, pour faire un petit point saucisse. On va faire un petit point saucisse. Alors il y a des choses qui ont pas encore été qui se sont pas encore déroulées. Je pense par exemple là, tu vois, tu avais parlé de Bublik vainqueur, ben on le verra aujourd'hui. Pareil, Foninic très faible contre Rude, on verra ça aujourd'hui. Par contre, Corda facile versus Mpecci, Cantuche, qu'est-ce qu'on en pense de ça? Ouais, je suis d'accord par contre. Je suis d'accord de ça, mais c'est vrai que
Si tu veux pouvoir, pour pouvoir, comment dire, il faut plus de cours couverts, je pense. Parce que sinon tu te retrouves... surtout qu'en plus, Wimbledon, il joue pas le dimanche. Donc, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent pas se permettre de décaler plus que ça. Encore, Roland Garros, il joue tous les jours. Une belle surprise, Mpetshi. Après, il doit jamais gagner le match, mais solide. Ouais. Bon, en tout cas, t'as dit une bêtise. Borges en 5-7 contre Nishioka. Alors ça, par contre, j'ai pas vu le résultat. C'était où, ça? Il est où, Borges? Il était pas en haut du tableau, Borges? Non. J'ai pas dit Borges, j'ai dit que ça pouvait aller en 5-7. Ouais, bah du coup, tu t'es trompé, quoi. Parce que ça va en 4. Et ouais, faut faire attention à ce qu'on dit, hein. Faut faire attention à ce qu'on dit. T'avais annoncé par contre Pays-Bas et Turquie. Donc ça, bravo. Félicitations à toi. Et t'avais aussi annoncé quand même que Romain Bardet pouvait gagner hier. Autant te dire que tu t'es trompé. Mais tu verras, par rapport à tes potes, t'es pas si mal placé parce qu'au moins toi t'as pas dit que des bêtises. Donc mur de la honte. 3. Mur des génies, 1. Bon, ton frère qui a envoyé Kiki Buteur versus le Portugal, on verra ça vendredi. Et qui s'est demandé si Pogacar savait descendre. Est-ce que ça mérite de le faire rentrer dans le mur de la honte? Parce que c'est une question qu'il a posée. Mais bon. On peut réfléchir à ça. Seifan qui avait dit Poggi écrase le tour aujourd'hui. Bon. Et qui avait annoncé Van Der Poel vainqueur aussi. Donc déjà Van Der Poel. Après, je peux dire que Djoko gagne tous les matchs, mais y a-t-il un intérêt? Oui, voilà. Ouais, d'accord. Non, mais il y a des choses qu'on ne fera pas rentrer. Évidemment. Des takes comme ça, on les fera pas rentrer dans le classement, sinon c'est trop facile. Donc Van Der Poel vainqueur, hop, ça part là. Qu'est-ce qu'on a déjà dit? Tac. Matt03 qui avait dit France 1-0 Portugal, on verra. Attaque de Poggi à 17h. Bon, ça c'était plus pour la blague parce que à 17h c'était fini. Le Pesos sur Barguil et Pays-Bas plus Autriche. 2 âneries pour Mathieu. Allez hop. Ensuite, on a eu Caray qui disait Borges un monstre. Et Autriche déjà en demi. Allez, Borges, on va lui pardonner parce que c'était du troll. Par contre, l'Autriche déjà en demi. Merci monsieur. Et moi, j'avais dit quoi? J'avais dit Pays-Bas-Autriche, et l'échappée va au bout. 2 âneries pour Bibi. Voilà. Donc au final, le seul qui a pas dit que des bêtises, à l'heure actuelle, bah c'est toi. C'est toi, Cantuche. En même temps, voilà. Quand tu t'y connais... Quand tu t'y connais... Oh, je vais juste supprimer les trucs. Hop, ça... ça c'est pas fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait... Ça c'est fait... Et ça c'est fait. Voilà, voilà. Doit-on donner par exemple 5 pronos par jour et par personne? Ouais. Ça dépendra de... Ça peut être sympa. Oui, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, ça dépend aussi de l'actualité. Là, en ce moment, on peut parce que t'as du cyclisme et t'as du tennis. On peut faire ça. On peut faire ça. Si on a du monde, on peut faire ça. Ça peut être sympa.
avec obligation de prendre un petit peu de risque, parce que sinon on prend pas en compte le pari. Mais ouais, ça peut faire ça. Donc en tout cas, ça sera tenu à jour, c'est enregistré, et je le mets à jour en fait chaque soir en vérifiant ce qui a été dit dans le stream d'avant. Quand on va devoir donner notre avis sur le centimètre en fauteuil, c'est sûr que ça sera plus compliqué, c'est sûr, c'est sûr. Bon, on va se terminer par le Vendée Globe, histoire de se coucher un petit peu moins bête. Bon, évidemment, le Vendée Globe, on sait ce que c'est la course de bateaux autour du monde, en solitaire, et c'est ça la différence qu'il y a avec d'autres courses de voiliers, de bateaux de voiliers. Donc, le Vendée Globe, ça a lieu tous les 4 ans. C'est un petit peu... c'est pas le championnat du monde, mais c'est le... Ouais, c'est la course la plus importante pour les navigateurs, en tout cas. Et le but de cette course, c'est de faire le tour du globe par via la partie sud. Je te laisse, Catherine Fay, je suis sur la route, je capte rien, t'inquiète. Merci d'être là, merci d'avoir été là, Cantuche. Merci à toi. Donc, les navigateurs partent au départ des Sables d'Olonne, donc en Vendée, d'où le Vendée Globe, vont descendre le long des côtes africaines et vont partir là sur la droite, on suit les flèches. Ils vont faire le tour par le sud en fait, en longeant plus quand même les côtes américaines et australiennes plutôt que les côtes du pôle sud. Et ils vont remonter en longeant la côte est de l'Amérique du Sud. Il faut savoir que sur ce parcours-là, il y a toujours des éléments qui sont importants, notamment le Cap Horn et le Poteau Noir, pour 2 raisons bien distinctes. C'est que le Cap Horn, si je dis pas de bêtises, c'est souvent un endroit où il y a des vents forts et des vents changeants et c'est très compliqué. Et le Poteau Noir, je crois que c'est l'inverse. Je crois que le Poteau Noir, c'est un endroit... Donc, on va savoir ça. Le Poteau Noir, appelé zone de convergence intertropicale, est situé entre le 8e degré et le 3e degré nord et correspond à une zone météorologique très instable. Les marins qui y passent peuvent s'y engluer dans des zones de calme ou au contraire y subir des grains violents. Donc en fait, voilà, c'est un endroit qui est très aléatoire. C'est un endroit qui est très très aléatoire et sur lequel en fait on peut... Et pourtant on est quasiment à la fin du parcours où on peut gagner ou perdre une course parce qu'on a mal anticipé tel vent ou justement telle absence de vent. Et ça peut être... c'est un des endroits les plus... comment dire, les plus décisifs du Vendée Globe. Et donc ce Vendée Globe, ça va partir quand cette année le Vendée Globe ? Vendée Globe 2024, ça part... ça va partir fin 2024. Et ils partent pour presque 4 mois puisque ça termine novembre, décembre, janvier, février, mars... Oui, 5 mois presque. Presque 5 mois. Donc la sélection a été faite, les 40 skippers ont été désignés, et surtout ce qui est intéressant, JLX. Coucou, salut à toi JLX. Bienvenue. Bienvenue dans la Caféine TV. Pour info, on se parle beaucoup de sport ici, là on est sur la fin du stream, donc on a parlé foot, on a parlé tennis, on a parlé vélo, et là on parlait rapidement Vendée Globe, puisque la sélection a été faite. Comment ça va ? Eh bien ça va plutôt pas mal. On s'est réveillé en douceur. Est-ce que ça te plaît toi ? Est-ce que c'est un domaine qui t'intéresse toi le sport ?
Est-ce que c'est un domaine qui t'intéresse, le sport? Bon, en tout cas, voilà, pour avancer un petit peu sur le... Oui, en fait, n'importe quel sujet m'intéresse, il y a toujours plein de choses à apprendre. Et c'est le but de cette chaîne, c'est cool que tu dises ça, c'est le but de cette chaîne, c'est... Oui, évidemment, on débriefe des rencontres sportives et tout ça, et on s'amuse aussi à faire des pronostics. Mais aussi, c'est par exemple voilà, de faire l'effort d'aller s'intéresser, par exemple, là, au Vendée Globe, qui sont des disciplines peut-être un peu moins médiatisées, et voilà, et d'apprendre des choses. Bah là, par exemple, on vient de regarder ce que c'était que le poteau noir, où on savait pas exactement ce que c'était, donc... Et donc c'est le but. Donc n'hésite pas à follow la chaîne, parce que c'est tous les matins à 7h. Petit réveil en douceur sur la Caféine TV. C'est ça le but de cette chaîne. Et donc ouais, voilà, pour terminer là-dessus, donc ils sont 40, et ce que j'ai lu, c'est que c'est une des rares fois où il y a autant de concurrence en fait sur une édition du Vendée Globe, parce que il y a de plus en plus d'embarcations qui sont équipées d'un, j'ai plus le terme, je crois que c'est foil, si je dis pas de bêtises. Embarcation... Ah, c'est avec un C. Embarcation Vendée Globe. Ouais, c'est ça, c'est foil. C'est foil. On va aller sur YouTube, voir ce que c'est qu'un foil. Parce qu'en fait, le foil, c'est vraiment un élément qui est arrivé sur les bateaux, je crois, il y a 4 ans, ou il y a... Parce que c'est tous les 4 ans, il y a 4 ans ou il y a 8 ans. Je me souviens plus très très bien. Et en fait, un foil... On va mettre bateau, on va mettre Vendée Globe, foil. Des bateaux qui volent, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on voit bien là? On va voir. Raison de t'abonner à l'équipe. D'abord les notes des joueurs, elles arrivent seulement 1 heure après les matchs. Super la pub. On corrige plus vite On que adore. nos profs de français. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, les bateaux ne touchent quasiment plus l'eau. Enfin, la coque des bateaux ne touche quasiment plus l'eau. En fait, on a l'impression qu'ils volent au-dessus de l'eau. Pourquoi? Parce que à l'arrière, ils ont un aileron, en fait, qui descend très très bas dans l'eau. Et c'est lui qui est en contact avec l'eau, mais l'avant du bateau ne touche quasiment jamais l'eau, en fait. Voilà. C'est ces excroissances-là, en fait, qui font que le bateau, en fait, touche quasiment jamais l'eau. Voilà. Voilà, voilà. Et ça permet de gagner énormément en vitesse. Ça permet de gagner énormément en vitesse. Donc voilà. Voilà ce que c'est qu'un foil. Et il y a 4 ans, il n'y avait que quelques bateaux qui étaient équipés d'un foil. Et de ce que j'ai compris, normalement, sur cette édition-là, il y aura beaucoup plus de skippers donc, qui seront sur un bateau qui est équipé d'un foil. Donc du coup, une concurrence beaucoup plus ardue, en sachant qu'on est toujours sur... un format de course où en fait pour j'ai mis Vendée Globe, j'ai mis n'importe quoi. Bref, on est sur un format de course où pour on va dire allez, la moitié au moins des concurrents, finir le Vendée Globe c'est déjà une victoire. C'est ça qu'il faut voir. C'est que déjà finir le Vendée Globe, déjà c'est beau. Déjà c'est beau.
Donc ouais. Ça sera intéressant à suivre. C'est pas tout de suite, hein, c'est en novembre. Mais les annonces, j'imagine, sont faites à l'avance, puisque derrière, il y a quand même toute une histoire de sponsoring, parce qu'un bateau à faire construire, ça coûte extrêmement cher. Donc il faut que les sélections soient faites largement à l'avance pour pouvoir que les skippers puissent s'organiser pour une course quand même qui dure presque 5 mois. Donc il faut avoir un petit peu de logistique derrière. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur l'actu du jour. Pour ma part, je vais vous laisser. Il est 8h17. On est sur une bonne moyenne, 1h20. Entre 1h20 et 1h30, c'est à peu près ce qui va... voilà. C'est à peu près ce qui doit se faire sur cette chaîne. Entre 7h et 8h30. Donc on est dans les bonnes moyennes. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée à tous et à toutes. Je vous dis à demain 7h pour ceux qui seront là. Et puis voilà, pour si jamais il y a encore des gens dans le chat qui n'ont pas follow la chaîne, n'hésitez pas à follow la chaîne, c'est important. C'est gratuit pour vous, c'est important pour moi. Ça fait monter les stats et Twitch, ils aiment bien les stats. Donc n'hésitez pas à filer un coup de main dans la mesure où c'est gratos. En plus, ça ne vous coûte pas grand-chose. Allez. Sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne journée. Et on se dit à demain. Salut à tous.